Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer nos cours en ligne, notre premier cours sur le chapitre 1. Mais avant de commencer le chapitre 1, je voulais quand même faire juste un petit résumé des quatre parties du cours au complet d'électricité et magnétisme. Donc aujourd'hui, on va commencer dans la partie 1 avec l'électrostatique. Essentiellement, on va s'intéresser à savoir quelles sont les forces entre des charges électriques par le biais du champ électrique. Donc, on va définir un champ électrique, un potentiel électrique également. Donc, ça va être la première partie, les chapitres 1 à 4. C'est une partie qui est quand même assez théorique, assez difficile au point de vue mathématique. La deuxième partie, on va parler, alors là, on va être plus proche un petit peu de la pratique, donc du courant électrique, donc les charges en mouvement et des circuits électriques. Donc, on va pouvoir parler un petit peu du fonctionnement de certains appareils électriques qu'on utilise. Ensuite, le magnétisme, dans la troisième partie, le chapitre 8 et 9. Cette fois-ci, on va parler du champ magnétique, qui est créé entre autres avec des aimants, mais aussi d'autres façons de créer des champs magnétiques. Donc, on va parler des sources des champs magnétiques et également des effets des champs magnétiques. Et dans la quatrième partie, là, on va pouvoir tout mélanger ça ensemble et on va pouvoir voir quelle est l'interaction entre les champs électriques et les champs magnétiques, donc entre les charges et le magnétisme. Puis aussi, on va voir entre autres là-dedans l'induction électromagnétique et comment on produit du courant alternatif. Et donc, on va terminer justement avec le courant alternatif. Alors, on commence avec le chapitre 1. Le chapitre 1 porte sur la charge électrique et aussi sur la force électrique. Donc, on va commencer ici par juste des images, quelques petites vidéos, des démonstrations pour illustrer certains phénomènes. Donc, ici, il y a deux petites images qui illustre ce qu'on appelle l'électricité statique. Ça vous est sûrement tous et toutes déjà arrivé de prendre des petits chocs électriques, soit en touchant une poignée de porte, comme c'est le cas sur l'image de gauche, ou une autre personne, par exemple. Sur l'image de droite, on a une jupe, une petite robe, en fait, qui est tout collée sur les jambes, sur elle-même aussi. C'est l'effet d'électricité statique. En fait, pour ce qui est de la jupe, c'est des forces électriques qui maintiennent la jupe en place comme ça. Alors, un autre exemple, un autre phénomène que je vais illustrer ici par cette petite vidéo-là. La qualité de l'image n'est pas très bonne, c'est une caméra de surveillance qui l'a pris. C'est tout simplement quelqu'un qui vient faire le plein. Donc, je vais peut-être faire avancer un petit peu parce qu'il ne se passe pas grand-chose là. Donc, la personne commence à faire le plein. Je veux que vous remarquez que, vous regardez qu'elle a taponné un peu ses pantalons. Ensuite, elle commence à faire le plein. Elle enclenche le bouton qui permet de maintenir la clenche fermée. Ça n'existe plus tellement maintenant, justement, pour des raisons qu'on va voir tantôt. Euh, le plein se fait, l'essence coule. Lorsqu'elle revient, elle taponne encore un petit peu ses vêtements. Et puis alors vous voyez qu'est-ce qui s'est passé. Le feu prend. Et puis, elle a beaucoup de sang-froid. Au lieu de s'en aller, elle enlève là, il y a encore un petit peu de feu ici. J'arrête la vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici en réalité? Elle a taponné beaucoup ses vêtements, donc elle les a frottés les uns sur les autres. Et puis, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Le frottement, c'est ce qui génère en fait, ou c'est une façon de générer une séparation des charges. Donc, quand on frotte certaines substances l'une contre l'autre, les électrons peuvent passer d'un morceau de vêtement à l'autre. C'est ça qui fait que on peut devenir chargé, c'est-à-dire qu'on peut avoir un surplus d'électrons ou encore avoir un peu moins d'électrons. Et lorsque on va toucher à quelque chose qui est conducteur, du métal par exemple, c'est ce qu'elle a fait lorsqu'elle est retournée euh, au pistolet. Donc il y a eu des électrons, donc un petit courant électrique, une étincelle donc entre elle et le conducteur en question. Ce petit courant électrique-là, un courant électrique, ça fait un petit peu de chaleur et c'est la chaleur qui a mis le feu à l'essence. En fait, c'est pas tant l'essence. L'essence liquide, ça prend pas tant en feu facilement, mais c'est plutôt les vapeurs d'essence. Parce que quand l'essence coule, il y a aussi des vapeurs d'essence. Alors, ça prend juste une étincelle pour pouvoir mettre ensuite le feu. Alors, on a encore une autre petite vidéo ici pour illustrer l'effet du frottement sur la séparation des charges. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans cette vidéo-là? Il y a une petite bille ici qui est suspendue. C'est une petite bille en styrofoam. Elle est juste suspendue à une corde pour qu'on puisse facilement suivre son mouvement. Ensuite, on voit plusieurs substances. Donc, ici, on frotte. C'est un morceau de vinyle.
donc une tige en vinyle, qu'on frotte sur la fourrure. Après l'avoir bien frotté, on va l'approcher de la bille qui est ici. Alors vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, voyons l'approche de la bille, vous allez voir que la bille va être attirée et aussitôt repoussée. Donc vous voyez maintenant la bille est repoussée par la tige en vinyle. Je vais peut-être arrêter un petit peu la vidéo pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc cette bille-là était neutre au départ, c'est-à-dire aucune charge. En réalité, comme vous savez, la matière est composée de protons, d'électrons, de neutrons. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les protons sont chargés positivement, les électrons sont chargés négativement, mais en fait, on dit que c'est neutre parce qu'il y a tout autant de protons que d'électrons, donc la charge totale est neutre. Et en frottant le vinyle sur la fourrure, on a réussi à faire transférer les électrons d'une substance à l'autre. Donc, le mouvement de friction, ça génère de la chaleur. C'est aussi de l'énergie, parce que quand on frotte les deux matériaux ensemble, bien, il y a de l'énergie cinétique. Et donc, cette énergie-là va réussir à arracher des électrons à un matériau et les envoyer sur l'autre. En fait, il se passe un peu la même chose que, vous savez qu'il y a certaines substances chimiques qui ont tendance à céder facilement des électrons, d'autres substances qui ont tendance plutôt à accepter des électrons. Évidemment, la fourrure puis le vinyle, c'est pas des éléments purs, c'est des molécules, mais cette tendance-là existe aussi. Donc, il y a certains matériaux qui ont tendance à céder des électrons, d'autres qui ont plutôt tendance à les accepter. Mais pour faire ça, il faut mettre d'abord les deux matériaux en présence, mais il faut aussi fournir une certaine quantité d'énergie minimum pour que les électrons puissent franchir une barrière de potentiel. Alors, c'est ce qu'on fait avec la friction. Donc, une fois qu'on a frotté le vinyle, ce vinyle-là va être chargé. Et en fait, le vinyle est chargé négativement. Le vinyle a plutôt tendance à accepter des électrons, tandis que la fourrure, c'est un matériau qui a tendance à céder des électrons. Donc, on a notre vinyle qui est chargé négativement, donc il a quelques électrons, plusieurs électrons en fait en trop. Quand on l'approche de la bille est d'abord attirée. Ça peut être peut-être étonnant parce que la bille est neutre, donc pourquoi elle est attirée? Parce qu'en fait, même si elle est neutre, les électrons peuvent se déplacer légèrement à l'intérieur de la bille et donc les électrons vont changer de position dans la bille. C'est ce qui va faire que la bille va être attirée. On va voir tout à l'heure, et vous savez probablement, vous l'avez vu au secondaire, que les charges de même nature se repoussent et les charges de nature opposée s'attirent. Alors, ce qui se produit, c'est que les électrons de la petite bille s'en vont de l'autre côté de la bille parce qu'ils sont repoussés par ceux de la tige et ça laisse des protons, donc des charges positives du côté de la tige. Alors, ces protons-là vont être attirés par la tige. Alors, ils sont d'abord attirés, mais par la suite, une fois qu'il y a eu un contact, alors quand il y a un contact, là, il peut y avoir un échange. Alors, les électrons de la tige de nylon, comme ils se repoussent, ils ont tendance à s'en aller. Alors, il y a des électrons qui vont s'en aller sur la bille qui, elle, est neutre. Donc, la bille va devenir négativement chargée. Et une fois que ça a eu lieu, maintenant, on a la tige et la bille qui sont toutes les deux négatifs. Alors, ils vont se repousser. Et c'est pour ça que par la suite, la bille va être repoussée. Donc, je le refais jouer un petit peu. Donc, ici, je reviens un petit peu en arrière. Ça se produisait ici. Donc, attraction, puis ensuite, répulsion. Par la suite. Alors, on va continuer un petit peu ici les démonstrations. Cette fois-ci, on frotte une tige de verre sur de la soie. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Ça attire la bille. Et quand on ramène la tige de vinyle, la bille est repoussée. Donc, le verre attire, le vinyle repousse. Ça n'a pas été évident ici, là, mais la bille n'a jamais touché la tige de verre. Donc, il n'y a pas eu de transfert de charge. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure avec ces deux démonstrations-là? On peut conclure que le vinyle et le verre ont une tendance différente parce que vous voyez, le vinyle repousse la bille tandis que le verre l'attire. Donc, ils ont des charges différentes. On sait aujourd'hui, maintenant on appelle ça des charges positives et négatives, mais vous comprenez qu'on aurait pu choisir à peu près n'importe quel nom. C'est des charges différentes, mais on aurait pu les appeler les charges de type A et les charges de type B, par exemple. On dirait que
la tige de vinyle a une charge de type A, tandis que la tige de verre a une charge de type B. Puis ensuite, on peut tester n'importe quel autre matériau. On pourrait frotter, je ne sais pas moi, du bois sur d'autres choses, et puis on l'approche de notre même bille. Et si la bille est repoussée, ben le bois a le même type de charge que le vinyle. Si la bille est attirée, le bois a le même type de charge que le verre. Et si on fait toutes sortes d'expériences comme ça, on va se rendre compte qu'il y a deux types de charges différentes. Donc, il n'y en a pas plus que ça, il y en a deux. Mais bon, pour des raisons de simplicité mathématique, on va voir un petit peu plus loin, on a plutôt décidé de les appeler non pas les charges de type A et type B, mais plutôt positives et négatives. Donc, on dit que le vinyle a une charge négative et le verre a une charge positive. Ça, c'est tout simplement parce que le verre a plutôt tendance à céder les électrons, tandis que le vinyle a plutôt tendance à les accepter. Alors, une dernière petite démonstration de séparation des charges. On a un appareil ici qu'on appelle un générateur de Van de Graaff. Cet appareil-là fait un peu la même chose que ce qu'on vient de voir dans les vidéos, c'est-à-dire il sépare les charges par frottement. Sauf que c'est sûr que si on frotte une tige sur un morceau de tissu, il y a une limite à la charge qu'on peut accumuler. Ici, on a une courroie. Donc, on a une courroie qui est ici, qui va être entraînée par un moteur électrique. Donc, cette courroie-là tourne et elle va frotter sur un morceau de tissu qui est ici en bas. Et ce frottement-là va donc séparer les charges. En fait, ce qui se produit, c'est que le vinyle a tendance à céder, c'est pas du vinyle, c'est du caoutchouc. Le caoutchouc de la courroie a tendance à céder ses électrons au tissu qui est en bas. Et ce tissu-là est branché, vous voyez, j'ai un fil électrique ici, est branché à cette sphère-là. Donc, les électrons vont parcourir le fil électrique et vont s'accumuler sur cette petite sphère-là. La courroie, elle, donc, tourne comme ça, et ensuite la courroie devient chargée positivement. Ici en haut, elle vient en contact avec la sphère qui est là. Donc, comme la courroie est chargée positivement, maintenant, en étant en contact avec la sphère, elle va attirer les électrons de la sphère, et ces électrons-là, elle va les amener en bas, va les donner au tissu, et donc le processus se répète comme ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'électrons qui vont être accumulés sur cette sphère-là, et cette sphère-là va avoir perdu beaucoup d'électrons, donc va devenir positive. Donc, c'est une manière en fait d'accumuler beaucoup de charges électriques. Je vais déposer ça sur la sphère. Donc ça, c'est juste un paquet de morceaux de tissu, et je vais partir l'appareil. Alors, voyez ce qui se produit. Les morceaux de tissu vont lever dans les airs. Je vais l'arrêter. Et bon, lentement, les morceaux de tissu vont retomber. Pourquoi? Parce qu'une fois que la charge s'est accumulée comme ça et qu'on arrête le processus, les charges vont lentement s'en aller par l'humidité. Souvent, c'est par l'humidité de l'air, en fait. Donc, les charges vont tout simplement quitter l'appareil. On voit aussi cette démonstration-là parfois avec c'est quelqu'un qui va toucher à la sphère. Je vais toucher ici, bon, elle est déchargée. Toucher à la sphère comme ça. Et puis ensuite, c'est les cheveux qui vont s'éloigner. Donc, en fait, le principe, c'est que les morceaux de tissu, encore les cheveux, viennent avoir la même charge que la sphère. Donc, c'est toutes des charges positives. Et donc, c'est des charges de même nature. Ils vont se repousser. Et donc, en se repoussant, la manière de se repousser le plus loin possible, c'est donc de s'éloigner de cette façon-là. Une autre démonstration qui ressemble, cette fois-ci, j'ai des assiettes d'aluminium que je vais déposer. Et je vais refaire la même chose. Donc, vous avez vu ce qui s'est produit. Je peux décharger en passant les sphères en leur touchant comme ça. Donc, quand je fais le contact, les électrons de la petite sphère vont retomber sur la poignard. Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est déchargé. Donc, vous voyez que la force électrique, c'est encore une force de répulsion. On avait toutes des charges positives qui étaient accumulées sur les assiettes d'aluminium. En fait, je devrais dire que c'est les électrons qui ont quitté les assiettes d'aluminium, donc ça a laissé un surplus de charges positives. Alors, c'est toutes les mêmes charges, donc on a tendance à se repousser. Et la force, dans ce cas-là, était même suffisante pour vaincre le poids des assiettes d'aluminium. Et donc, les assiettes d'aluminium partent comme ça, une après l'autre. Alors ici, je veux terminer avec une petite discussion sur les conducteurs et les isolants. Ici, on a un matériau isolant. Pour A et B à droite, on a un matériau isolant. Donc un matériau isolant, c'est un matériau dans lequel les électrons ne peuvent pas circuler facilement. Donc ici, par exemple, on a représenté, disons que ça pourrait représenter des molécules. Alors, un proton, un électron, bon, plusieurs protons, plusieurs électrons. Alors les électrons ne peuvent pas facilement
passer d'un atome à l'autre ou d'une molécule à l'autre, puis être transféré dans le matériau. Mais un isolant comme ça, neutre, peut quand même être attiré par une charge. Ici, par exemple, en A, on a une charge positive et on l'approche d'un isolant. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les électrons, qui sont chargés négativement, sont attirés par la tige et les protons sont plutôt repoussés parce qu'ils ont la même charge. Alors les molécules vont s'orienter, ou en réalité ce qu'on peut dire c'est que les électrons vont plutôt se déplacer à l'intérieur des molécules pour être plutôt à gauche, et donc ça va laisser un surplus de charge positive à droite. Et donc, les électrons sont légèrement plus proches de la tige que les charges positives. Alors, comme ils sont plus proches, on va le voir un petit peu plus loin là, avec la loi de Coulomb, mais en étant plus proche, la force est plus intense que lorsqu'on est plus loin. Donc, globalement, le matériau va quand même subir une force d'attraction vers la tige, puisque les charges négatives sont plus près que les charges positives de la tige. Donc, globalement, il y a une force d'attraction. Ici, c'est la même chose, mais c'est l'inverse. En fait, on a inversé la charge, donc on a une tige négative. Alors, cette fois-ci, les électrons sont plutôt repoussés vers la droite. Alors, ils se retrouvent plus loin que les charges positives. Et donc, à ce moment-là, il va donc plutôt y avoir, il va encore avoir en fait une attraction. Même si la charge est inverse de tantôt, c'est encore une attraction parce que dans les deux cas, la charge qui est la plus proche, c'est la charge opposée. Donc, on a encore une attraction. Mais, ceci dit, ça va être une attraction qui va être quand même une force d'attraction qui va être relativement faible. Si on approche maintenant un conducteur d'une tige chargée négativement, cette fois-ci, un déplacement réel. Donc, un conducteur, on va l'aborder un petit peu plus en détail au chapitre 6, qu'est-ce qui fait qu'on a un conducteur versus un isolant. Mais en fait, on peut dire pour l'instant que un bon conducteur, c'est un matériau dans lequel les électrons peuvent facilement se déplacer. Donc, en fait, les électrons se déplacent d'un atome à l'autre ou encore d'une molécule à l'autre, mais très facilement. En fait, on peut dire qu'ils sont à peu près libres à l'intérieur du conducteur, donc ils vont se déplacer. Donc, les électrons vont être repoussés par les charges négatives de la tige. Donc, ils vont avoir tendance à s'accumuler à droite du conducteur. Et donc, ça va laisser un surplus de protons, un surplus de charge positive à gauche. Et donc, globalement, le conducteur va être attiré par la tige, puisque les charges plus sont plus près que les charges moins. Donc, la force d'attraction va être plus importante que la force de répulsion. Et donc, le conducteur va être encore attiré. Donc, dans tous les cas, un matériau neutre, vous voyez que l'isolant ici à droite, il est neutre. Le conducteur ici, il est neutre aussi. Alors, dans les trois cas, le matériau est neutre. Mais dans les trois cas, on a une force d'attraction lorsqu'on approche un objet chargé. Ça peut être légèrement plus grand dans le cas du conducteur, étant donné que les électrons sont vraiment libres de se déplacer. Ici, je veux parler du transfert de charge. Donc, on a deux sphères conductrices ici qui sont en contact. Bon, ça n'a pas tout à fait l'air sur l'image, mais il faut vraiment considérer qu'ils sont en contact. On approche une charge positive ou une tige chargée positivement. Et encore une fois, les électrons sont attirés donc par la charge positive, donc ils vont avoir tendance à s'accumuler ici, et ça va donc laisser de l'autre côté, il faut se rappeler que les deux sphères sont en contact, un surplus de charge positive. Maintenant, si on sépare les deux sphères, ben, les charges négatives ici vont se retrouver toutes sur la sphère de gauche, et on va avoir ici une charge positive. Alors même si on retire la tige qui a créé la séparation des charges au début, on va se retrouver avec un surplus d'électrons ici, donc une sphère chargée négativement et une sphère chargée positivement. C'est sûr qu'ici, les deux s'attirent, donc les électrons vont avoir tendance à s'accumuler du côté droit de la sphère de gauche, et on va avoir ici un surplus de charge positive du côté droit. Donc on va avoir globalement une attraction entre les deux. Ici, c'est une autre façon un peu semblable, mais cette fois-ci par une mise à la terre. Donc, encore une fois, on a un conducteur. On approche une tige chargée positivement. Les électrons sont attirés vers la gauche. Ça laisse un surplus de charge positive à droite. Et cette fois-ci, on branche la sphère. On fait une mise à la terre, un ground en anglais. Une mise à la terre, sans trop entrer dans le détail, on peut dire que, bon, on utilise ça par exemple dans les édifices. On peut par exemple planter une longue tige conductrice dans la terre.
et ça fait en sorte qu'il y a un contact. Évidemment, la Terre, c'est pas nécessairement un conducteur parfait. Par contre, si la surface de contact est assez grande, les charges peuvent être quand même transférées. Et en fait, théoriquement, on peut imaginer la mise à la Terre comme étant un contact avec un conducteur qui est très très gros, donc qui est immense, qui est vaste, qui est pratiquement infini. Et donc, ça fait en sorte que même si on lui ajoute des charges, il va quand même rester neutre, dans le sens où il est tellement vaste qu'on lui ajoute quelques charges, alors ça change presque rien. Donc il va toujours rester neutre. Et donc, quand on fait la mise à la terre ici, avec un fil conducteur, bien, comme il y avait des charges positives ici, il y a des électrons qui peuvent partir de la Terre et venir combler les charges positives. Et puis, bon, la Terre est un réservoir infini de charges, alors il y a autant d'électrons qu'on veut qui peuvent venir combler cette charge positive-là. Et donc, c'est ce qui se produit. Ensuite, on enlève la mise à la terre et on a donc, comme c'était le côté droit qui avait été branché, il y a quelques charges positives qui ont été annulées par des électrons qui sont venus les combler. Et donc, une fois qu'on va avoir retiré la charge, la tige, eh bien, il va nous rester un surplus de charge négative. Et donc, on a réussi à charger. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de contact avec la sphère ici, mais on a réussi à charger par induction, on appelle ça une induction, la sphère conductrice ici, elle devient chargée négativement. Alors voilà qui termine la capsule d'introduction. C'était plutôt qualitatif comme introduction. Prochaine capsule, on va arriver au niveau plus quantitatif, on va parler de la loi de Coulomb. En fait, c'est la loi qui donne la force d'attraction de répulsion entre les charges électriques.